Israël annonce faire appel à 60 000 réservistes supplémentaires afin d'étendre son opération militaire dans la bande de Gaza. Des représentants syriens et israéliens se rencontrent à Paris. Après la récente montée des tensions, l'objectif est de normaliser les relations entre les deux pays. Une série de frappes russes a fait au moins 14 blessés dans la région ukrainienne de Soumy, alors que les efforts diplomatiques s'intensifient pour mettre fin à l'invasion russe. En Israël, le ministre de la Défense Israël Katz a donné le feu vert à une nouvelle phase de l'offensive à Gaza, tout en ordonnant la mobilisation d'environ 60 000 réservistes et le prolongement du service de 20 000 autres. Ce plan militaire baptisé Opération Chariot de Gédéon 2 vise à encercler et prendre le contrôle de zones considérées comme les derniers bastions des combattants du Hamas, notamment les quartiers densément peuplés de Zeytoun et le camp de réfugiés de Jabalia situé dans le nord de l'enclave. Cette décision intervient alors que les négociateurs s'efforcent de parvenir à un accord de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël afin de mettre un terme à l'offensive israélienne à Gaza qui dure depuis 22 mois. Un dernier plan a été accepté par le groupe islamiste sans condition préalable, mais Israël n'a toujours pas donné sa réponse et continue d'exiger la libération de tous les otages avant une quelconque trêve. Enfin, des groupes de défense des droits de l'homme ont une nouvelle fois mis en garde contre une escalade des combats qui, selon eux, aggraverait la crise humanitaire dans la bande de Gaza, où la plupart des habitants ont été déplacés, où de vastes quartiers sont en ruine et où des communautés sont menacées de famine. Le ministre syrien des Affaires étrangères a rencontré ce mardi une délégation israélienne à Paris dans le cadre d'une réunion diplomatique. Cette rencontre, facilitée par les États-Unis, vise à normaliser les relations entre la Syrie et Israël, malgré la récente montée des tensions entre les deux pays. Au cœur des échanges, selon l'agence de presse officielle syrienne, la désescalade des tensions, mais aussi le rétablissement de l'accord de cessez-le-feu de 1974. Un traité qui avait établi une zone de séparation démilitarisée et déployé une force de maintien de la paix des Nations Unies afin de maintenir le calme dans la région. Cependant, aucun détail officiel n'a été communiqué sur les sujets évoqués lors de cette réunion et aucune des deux parties n'a fait de déclaration à l'issue de la rencontre. Pour rappel, les tensions se sont intensifiées entre les deux pays voisins après le renversement du président Bachar al-Assad en décembre dernier. Israël déclare ne pas vouloir laisser des forces hostiles s'établir le long de la frontière. Au moins 14 personnes, dont 3 enfants, ont été blessées lorsqu'une série de frappes russes a touché la ville d'Orterka dans la région de Soumy tôt mercredi matin. Des attaques simultanées ont frappé plusieurs lieux, provoquant des incendies dans des habitations et plusieurs véhicules. Tous les incendies ont été rapidement éteints et les secouristes ont réussi à extraire une femme vivante des décombres d'un bâtiment détruit. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, des frappes ont également touché les régions de Tchernihiv, Kharkiv et Poltava. Ces attaques surviennent malgré une intensification des efforts diplomatiques visant à mettre fin à la guerre. Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine ayant tous deux rencontré séparément le président américain Donald Trump. Mais le dirigeant russe ne semble pas disposé à faire le moindre compromis alors que son armée continue à progresser dans l'est de l'Ukraine. Quant à Donald Trump, il a exclu d'envoyer des troupes américaines en Ukraine et a qualifié d'impossible les espoirs de Kiev de rejoindre l'OTAN et de récupérer la péninsule de Crimée. L'Union européenne et ses alliés doivent trouver des solutions pratiques pour fournir à l'Ukraine des garanties de sécurité. C'est ce qu'a déclaré mardi le président du Conseil européen, Antonio Costa. Ces commentaires interviennent après une vague de diplomatie entre les dirigeants européens, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue américain Donald Trump. Now is the time to accelerate our practical work to put in place a guarantee similar to NATO's Article 5 with continued United States engagement. The coalition of willing should remain closely involved in this process. The Ukrainian armed forces will be the first line of defense. That is why we must enhance, reinforce and unblock our military support to Ukraine.
Les dirigeants européens ont fait preuve d'un optimisme prudent à l'égard des efforts déployés par les États-Unis pour parvenir à un accord de paix, mais ils ont réitéré leurs inquiétudes quant à la capacité de l'Europe à faire confiance au président Vladimir Poutine. Les dirigeants du Danemark et de la Finlande ont déclaré ce mardi que le dirigeant russe devait montrer qu'il était sérieux au sujet d'un accord de paix. De son côté, Donald Trump s'est engagé à fournir des garanties de sécurité à l'Ukraine, tout en excluant l'envoi de troupes américaines et sans préciser la nature du soutien après-guerre. Londres a indiqué qu'une force de sécurité menée par le Royaume-Uni et la France pourrait déployer des troupes alliées dans les zones sans contact. L'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne est aussi envisagée comme garantie de sécurité, mais reste bloquée par le Premier ministre hongrois Viktor Orban. En tout cas, malgré les efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre, la Russie a poursuivi ses frappes sur l'Ukraine dans la nuit de lundi à mardi avec une vague d'attaques de missiles et de drones. Du jamais vu. Assis autour d'une même table à la Maison-Blanche, 5 dirigeants européens, la présidente de la Commission européenne et le secrétaire général de l'OTAN font bloc autour du président ukrainien pour soutenir ses revendications face à Donald Trump, en face duquel il est assis. L'UE est de retour à la table des négociations sur un possible accord de paix entre l'Ukraine et la Russie, selon cet expert. I dare say that the EU is back, but now we must stay firm and show determination. And that also means the willingness to accept risk, especially by giving a security guarantee to Ukraine with boots on the ground. La priorité des Européens était de pousser pour que des garanties de sécurité à Kiev fassent partie intégrante de tout futur possible accord de paix pour protéger l'Ukraine d'une nouvelle attaque russe dans le futur. Dans un revirement de situation, le président américain a laissé entendre pour la première fois que les États-Unis pourraient fournir à l'Ukraine des garanties de sécurité. Trump said this time that Europeans have to deliver a security guarantee coordinated by the United States. That's already a change of view because initially he says this was our job and the US or NATO would not be involved. So there is evolution there in the good sense, but still it's very short on detail. Reste encore à se mettre d'accord sur quelles garanties les États-Unis et l'UE seraient prêts à fournir à l'Ukraine. La meilleure serait celle qui se rapproche le plus de l'article 5 du traité de l'OTAN, selon ce chercheur. A security guarantee means that I promise to go to war if your security is threatened. Everything less than that is support, but it's not a security guarantee. The best way to make that credible is by pre-deploying troops in Ukraine after a ceasefire or a peace agreement. Volodymyr Zelensky a déclaré que les alliés occidentaux formaliseraient des garanties de sécurité pour l'Ukraine d'ici une dizaine de jours. Did Trump make EU leaders wait in line outside his office? A blurry picture is being widely shared online with claims it shows EU leaders sitting with bowed heads in a White House corridor. European leaders, alongside Ukrainian President Zelensky, met with US President Trump at the White House on Monday, the 18th of August, to discuss support for Ukraine. Images shared with captions alleging the leaders were being left to wait for Trump. One social media account said it was a humiliation, calling the leaders vassals at the court of the Mad Emperor. Another compared them to school children being lined up outside the principal's office. The image was also shared by an established pro-Russian account with the caption "the picture of the day." However, the image is false. It clearly contains discrepancies typical of AI-generated images. This was confirmed by several AI detection tools. A reverse image search produced a higher quality version of the image. It shows a person sitting at the front of the row who vaguely looks like French President Emmanuel Macron. But when looking more closely, the fingers of his left hand are mangled, and an extra pair of feet can be spotted to the right of him. Meanwhile, online posts claim the people sitting to his left are other European leaders present at the meeting, such as Ursula von der Leyen and Giorgia Meloni, but they look nothing like them and are wearing different outfits. Some social media users have picked up on the fact the photo is AI generated, while others explained why it is fake in community notes on X. Ukraine's Center for Countering Disinformation also posted the photo, stating it was a fake and that it's being spread by Russian propaganda to discredit European leaders and devalue the significance of their participation in the negotiation process. Le Parlement finlandais est en deuil depuis ce mardi.
Le député du Parti social-démocrate Eemeli Peltonen a été retrouvé mort dans l'enceinte du bâtiment, a annoncé l'administration de l'institution, qui n'a pas précisé les causes de son décès. L'annonce de sa mort a provoqué une onde de choc dans la sphère politique finlandaise. Le Premier ministre Petteri Orpo a suspendu tous les travaux politiques en signe de respect et a observé 1 minute de silence ce mercredi. En juin, Eemeli Peltonen avait annoncé se mettre en retrait de la vie politique à la suite d'une infection nosocomiale contractée lors du traitement d'une maladie rénale. La police a indiqué enquêter sur les causes de son décès, mais ne soupçonne pas d'acte criminel à ce stade. Quel pays de l'UE est le plus gros producteur de bière ? La fabrication de la bière fait partie de la culture et de l'économie de l'Europe. En 2024, les pays de l'UE ont produit 32,7 milliards de litres de bière, soit une augmentation annuelle de 0,6%. Le secteur de la bière à faible teneur en alcool ou sans alcool a enregistré des résultats encore meilleurs, atteignant 2 milliards de litres en 2024, soit une augmentation de 11%. L'Allemagne est le premier producteur de bière avec 7,2 milliards de litres, soit environ 1/5 du total de l'UE. L'Espagne arrive en deuxième position avec 4 milliards de litres, suivi de la Pologne avec 3,4, des Pays-Bas avec 2,2 et de la Belgique avec 2,1 milliards de litres. En ce qui concerne les exportations, les Pays-Bas occupent la première place avec 1,5 milliard de litres de bière expédiés en 2024. Il s'agit toutefois d'une baisse de 12% par rapport à 2023. Après les Pays-Bas, l'Allemagne et la Belgique se partagent la deuxième place pour les exportations, suivi de la République tchèque et de l'Irlande. Les principaux importateurs de bière sont la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et les Pays-Bas. Selon l'OMS, la consommation d'alcool en Europe est largement supérieure à la moyenne mondiale. Elle rappelle qu'aucune forme de consommation d'alcool n'est sans risque. Même une petite quantité d'alcool peut être à l'origine de plus de 200 maladies et autres problèmes de santé.